Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Anzer et aujourd'hui je vais vous présenter la princesse d'Aragon. Alors ce livre en fait est écrit par Philippa Gregory qui est une autrice assez connue dans le monde anglophone. C'est la spécialiste un petit peu des romans historiques sur le thème des guerres des deux roses et des Tudors, donc toute cette période en fait qui est très très riche et très intéressante. Je connaissais déjà l'autrice pour son travail pour Deux sœurs pour un roi, donc notamment qui est adapté en film. Alors j'ai pas lu le livre, je me suis basée sur le film qui ne m'a pas vraiment plu pour certaines raisons, donc je expliquerai plus tard. Deux sœurs pour un roi du coup a été adapté au cinéma avec notamment Scarlett Johansson, Nathalie Portman, je me souviens plus, je crois qu'il y a Christian Bala je crois. Donc bref, que du beau monde. Et Deux sœurs pour un roi en fait racontait toute cette histoire avec Anne Boleyn et sa sœur pour en fait séduire Henri VIII. Et je connaissais aussi le travail de Philippa Gregory parce que j'avais beaucoup aimé les deux séries, The White Queen et The White Princess, qui parlent vraiment là pour le coup de la guerre des deux roses. Et donc du coup quand j'ai vu la princesse d'Aragon en offre sur All Star, l'OP All Star, donc c'est pendant un moment dans l'été on a sur ce site là tous les jours il y a une sélection qui change du book avec des tarifs très bas. Donc du coup je me suis dit bah tiens je vais aller remplir ma liseuse pour les vacances et puis voir ce qui me plaît, profiter d'acheter un petit peu plus de livres. Donc quand j'avais vu ça, je me suis tout de suite dit ça m'intéresse parce que je suis très intéressée par toute cette période qui est la guerre des deux roses et puis toute cette histoire avec les Tudors. La princesse d'Aragon raconte l'histoire de Catherine d'Aragon qui est une reine d'Angleterre qui s'est mariée, donc c'est la première femme d'Henri VIII. Donc ça s'inscrit vraiment dans un contexte assez particulier pour l'histoire de l'Angleterre, puisque Henri VIII est le fils de Elizabeth York et d'Henri VII Tudor. Et le mariage de ses parents marque la fin de la guerre des deux roses. La guerre des deux roses, c'est une guerre civile en fait, c'est une querelle dynastique assez importante dans l'histoire anglaise, puisque c'était 3 familles, puis après 2, puisque les Lancastre par mariage ont fusionné avec une autre famille. Du coup pendant un moment on a eu pas mal de complots et puis de guerres intestines, voire d'assassinats. Donc c'est une histoire assez complexe. Et donc voilà, on s'arrête avec tout s'arrête avec le mariage d'Elisabeth avec Henri VII. Et en même temps, Henri VII combat Richard III à la bataille de Bosworth. Donc ce mariage met vraiment fin à cette querelle anglaise et va après permettre à l'Angleterre d'entrer dans une période un peu plus calme, quoique. Donc il y a Henri VII a plusieurs enfants. Ce qu'il faut retenir, c'est ces 2 garçons qui sont Arthur et Henri. Arthur Tudor est prévu pour être le roi d'Angleterre au moment du début du roman. Donc c'est le prince de Galles. Et donc Arthur Tudor est fiancé à Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon, c'est qui? C'est la fille aussi 2 familles rivales qui se sont unies en Espagne. Donc c'est la fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, on dit aussi Isabelle la catholique. Ces deux royaumes se sont unis pour combattre, pour faire la Reconquista en fait, donc pour combattre les musulmans qui sont installés dans le sud de l'Espagne, donc l'Andalousie. Donc c'est la fameuse Reconquista qui prend fin en 1492 avec la prise de Grenade. Donc nous avons Isabelle la catholique et Ferdinand qui ont plusieurs filles
Et la petite dernière, Catalina, donc Catherine, depuis son plus jeune âge, elle est promise au futur roi d'Angleterre, donc elle est princesse de Galles, en plus d'être princesse d'Espagne, princesse de Castille et d'Aragon. Donc Catherine, en fait, a toujours été préparée à cette fonction de future reine d'Angleterre. Elle a été, depuis toute petite, elle est préparée à ça, psychologiquement et... psychologiquement d'abord, au niveau de son titre aussi. Par contre, c'est quelque chose que je reproche un peu dans l'histoire finalement du roman. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais elle n'a pas été du tout préparée à le niveau culturel de l'Angleterre et j'y reviendrai juste après. Au départ, on va suivre son enfance. Donc on voit bien comment se déroule la Reconquista. On voit bien Isabelle la catholique qui est très pieuse, très engagée. C'est une très bonne guerrière. Elle combat, elle a une armure et elle combat avec ses troupes à la bataille. Elle fait aussi beaucoup de prières et donc on voit vraiment cette éducation catholique et guerrière de Catherine qui va du coup admirer énormément sa maman et du coup c'est toute une culture. Elle vit aussi après la fin de la Reconquista, elle vit à l'Alhambra qui est un palais magnifique et où il fait chaud, où il fait beau, il y a des agrumes, il y a des légumes, il y a beaucoup de savoir hérité du monde arabe. Et du monde juif aussi, puisqu'il y avait pas mal de médecins juifs et de savants juifs. Donc voilà, elle vit un peu dans un monde qui est très culturel, avec beaucoup de connaissances, mais avec une vision de la Reconquista, donc de la supériorité chrétienne et plus particulièrement du catholicisme. Donc Catherine, arrivée à l'âge où elle doit se marier, part en Angleterre. Elle arrive en Angleterre et là c'est vraiment le choc culturel. Elle se retrouve avec un beau-père qui est vraiment bizarre, qui a des vues sur elle alors qu'il est très vieux. Elle se retrouve mariée à un genou que finalement elle connaît très peu. Ils sont échangés des lettres, mais ça manquait beaucoup de spontanéité puisque chacun écrivait avec son précepteur des lettres très diplomatiques. Donc finalement, ils ne se connaissent pas du tout. En même temps, il fait très froid. Elle arrive en hiver, je crois qu'elle arrive au courant octobre ou début novembre. Donc elle s'était imaginé une Angleterre à l'image de l'Espagne, donc quelque chose de chaud, avec des fontaines partout. Et là, elle se découvre qu'en fait, on mange beaucoup de viande, on connaît quasiment pas les légumes. La cour est pas si... Enfin, même si elle est chrétienne, elle n'est pas très observatrice des pratiques chrétiennes. Et donc au début, Catherine, c'est compliqué pour elle. On lui fait clairement comprendre aussi que maintenant elle est anglaise, elle est pas espagnole, elle est plus du tout espagnole, elle doit renier un peu sa famille entre guillemets, donc oublier son enfance, oublier tout ça. Donc on a une jeune fille de 14-16 ans, je sais plus exactement dans le livre, qui débarque littéralement sur les côtes anglaises et elle découvre que c'est pas aussi rose que ce qu'on lui avait présenté. En même temps, il y a toute une histoire avec sa dot puisque son père a un petit peu magouillé pour piéger le roi d'Angleterre. En fait, donc c'est un rôle clé, c'est même tout l'enjeu même de ce qui va se passer par la suite. C'est que sa dot est payée à moitié en argent, à moitié en vaisselle. Le roi d'Angleterre, il dit, ben non, c'est pas son trousseau, il compte pas, son trousseau, c'est son trousseau. Donc, moi, il me faut la totalité de la somme. Donc, il y a toute une histoire là-dessus qui va prendre son importance par la suite. Donc, au début, elle se retrouve avec Arthur, Tudor. Ça se passe pas forcément très bien les premiers jours, les premières semaines. Il est même question qu'ils partent séparément dans 2 châteaux différents à la première année. Et que du coup la question de la consommation du mariage va être peut-être empêchée. Au dernier moment, finalement, il décide qu'elle part avec lui au Pays de Galles. Donc dans un pays encore plus froid, dans un château où il n'y a pas grand chose finalement, il n'y a pas toute cette suite. Voilà, ils n'habitent pas à Londres, donc elle le vit comme une humiliation. Et en même temps, elle est avec ce mari qui est genou, qui ne sait pas trop se débrouiller, qui est encore aussi lui aussi très gamin dans sa tête, qui est très jeune. Et voilà, les deux vont avoir du mal à se trouver. Ensuite, se passe quelque chose d'assez inattendu pour elle, c'est que à partir du mois d'avril, elle se retrouve veuve. Et là, ça va être vraiment la descente aux enfers. Et en même temps, comme elle a été
comme elle a été instruite, comme elle a été éduquée pour être une reine d'Angleterre, elle va se dire maintenant je vais tout faire pour épouser Henri, donc le futur roi d'Angleterre, et devient moi aussi du coup reine d'Angleterre. Et là, il y a toute une question qui se pose, beaucoup d'enjeux. Enfin, la question principale, et c'est aussi une question qui est très très importante, c'est le mariage a-t-il été consommé avec Arthur? Cette question va perdurer dans l'histoire. Même encore aujourd'hui, les historiens ne sont pas d'accord avec cette question, ne sont pas au clair, on ne sait pas ce qui s'est passé. On suppose que le mariage a bien été consommé, puisque c'est pas logique que pendant 6 mois le couple ait cohabité sans rien faire. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il y avait des problèmes de l'un ou de l'autre, donc on ne sait pas. Catherine va jurer que non, et va du coup demander à pouvoir épouser Henri. Ça arrange un petit peu tout le monde aussi, ce mariage, parce que du coup ils ont quand même bien envie, les Anglais ont quand même bien envie de s'allier à l'Espagne. Tout simplement pour serrer la France dans un étau, et la France à ce moment-là c'est l'ennemi de l'Angleterre. Ça a toujours été l'ennemi, mais encore plus marqué à cette période-là, d'autant plus que régulièrement les Écossais aiment bien se servir des Français, ou les Écossais et les Français se mettent d'accord pour attaquer l'Angleterre sur 2 fronts. Donc les Écossais descendent du nord, et en même temps les Français vont attaquer dans la région de Calais, dans la région de Guyenne aussi, donc Bordeaux, tout ça. Voilà, donc il y a plusieurs enclaves, notamment en Calais qui appartient à l'Angleterre, donc du coup il y a pas mal de tensions à ce niveau-là. Alors le livre m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé ma lecture, j'avoue j'ai été prise par la suite, j'avais envie de savoir ce qui se passait, même si je connaissais la suite, parce que voilà, je suis une grande fan de la série Les Tudors, et que voilà, je connais bien la suite, et du coup retrouver cette ambiance m'a beaucoup plu. En revanche, il y a quelques points qui m'ont déplu. J'ai pas trouvé la plume de l'autrice fantastique. J'ai pas retrouvé la beauté du monde, j'ai pas trouvé de phrase où je me suis dit waouh, ça c'est beau. Voilà, je trouve la plume assez quelconque. Et un autre point qui m'a vraiment dérangée, c'est qu'elle fait un choix de facilité, que j'ai trouvé ça très, très mauvais. En fait, elle choisit la 3e personne et le point de vue externe pour décrire tout ce qui se passe. Et de temps en temps, quand elle a besoin des pensées de Catherine, elle passe en focalisation interne, elle passe à la 1re personne. Et donc du coup, on a des passages en italique où on ne sait pas si c'est ses mémoires ou si c'est juste ce qu'elle pense. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop facile de la part d'un auteur ou d'une autrice de pas choisir et de pas jouer en fait avec ses points de vue, enfin voilà, de pas trancher et d'utiliser les deux. Je trouve que, personnellement, en tant qu'autrice, je trouve que c'est un peu une erreur de débutant. Je sais pas, personnellement, je trouve ça pas très très beau, pas très élégant et pas très pro. Malgré tout, l'autrice a fait des recherches qui sont poussées, qui sont vraiment très intéressantes. Je connaissais pas du tout l'histoire de l'Espagne. Enfin, je connaissais un petit peu Isabelle la catholique, Isabelle de Castille, parce que j'avais vu un reportage dessus avec Secret d'Histoire, je crois. Et en même temps, voilà, on la connaît parce qu'on a étudié la Reconquista à l'école, et qu'aussi, c'est elle qui a initié, qui a commandé en fait l'expédition de Christophe Colomb. Donc voilà, on la connaît par ce biais-là, mais je ne la savais pas aussi guerrière, aussi prête à enfiler son armure et à descendre avec les troupes et à participer au plan de bataille et tout ça. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. J'ai aussi aimé voir la Reconquista du côté catholique. Alors évidemment, c'est très religieux, c'est une guerre religieuse au final. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment Catherine, au début, elle idolâtre sa mère. Voilà, pour elle, c'est génial ce qu'elle a fait. Et en fin de compte, au fil du temps, que ses parents lui tournent le dos, elle se rend compte que elle commence à remettre en question ça. Elle se rend compte que les prises de Grenade, de Cordoue en fait que les rois n'ont pas tenu leur parole. Ils avaient promis que les juifs et les musulmans qui vivaient là pourraient cohabiter dans la paix, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils les ont très vite chassés. Et là, Catherine commence à remettre en question ses parents, et
se dire que finalement cette philosophie guerrière n'était pas forcément utile et que finalement l'Espagne et du coup la science en a beaucoup perdu, puisqu'à un moment elle regrette de ne pas avoir de médecins aussi en Angleterre aussi qualifiés que ceux qu'elle a pu avoir durant son enfance. Donc c'était intéressant de voir ce point de vue-là, de voir cette remise en question. J'ai aussi apprécié du coup de découvrir Catherine d'Aragon, puisque je la connaissais du coup de la série Les Tudors et j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'assez passif, de très fière d'elle mais de pas très active. Et là dans le roman on découvre, on la voit notamment faire comme sa mère, se faire une armure, partir à la guerre contre l'Écosse et en sachant qu'en plus elle était enceinte. Un mini point négatif, en plus de la plume qui ne m'a pas trop plu et la question du point de vue que j'ai raconté tout à l'heure. En plus de ça, il y a un élément qui ne m'a pas trop plu, c'est que je trouve que le roman était disproportionné. On a plus de la moitié du roman où Catherine est avec Arthur et on a des scènes assez répétitives. Elle lui raconte son enfance, mais elle lui raconte des scènes qu'on a déjà lues au début quand on avait son enfance. Donc en fait, il y a une répétition de ces scènes-là. On passe la moitié du livre avec Catherine et Arthur, alors que finalement c'est un mariage qui n'a duré que 6 mois, puisqu'Arthur est mort de la suette, du coup au mois d'avril. Donc c'est assez express. Ensuite on a beaucoup de temps où elle cherche à épouser Henri VIII, mais à cause de cette question de dot qui n'a pas été payée, l'Angleterre aussi qui essaye d'avoir un autre parti, voilà. En même temps, on a la mort d'Isabelle de Castille qui en fait plonge l'Espagne dans une crise assez compliquée puisque du coup Ferdinand d'Aragon garde l'Aragon mais n'a aucune prétention sur la Castille. C'est sa fille Jeanne la Folle qui va récupérer ça et Jeanne est en rupture avec son père, en rupture avec ses parents et donc du coup elle va pas non plus du tout soutenir sa sœur. Mais tout d'un coup Catherine se retrouve avec plus rien. Elle est gardée quasiment en otage en Angleterre. Elle sait que si elle rentre en Espagne, il n'y a plus rien qui l'attend, sa sœur va pas la soutenir, donc elle va se retrouver dans une situation encore pire. Tout ce qui lui reste, son seul espoir, c'est justement de rester en Angleterre et d'attendre et de manœuvrer, de voir avec son ambassadeur en fait pour que le mariage se fasse, parce qu'elle est fiancée, mais à chaque fois le mariage est repoussé, il n'y a pas de date, elle n'est même pas conviée aux cérémonies importantes. Je crois qu'on la sort de temps en temps pour une fête importante, mais la plupart du temps elle est dans un tout petit château abandonné. Donc voilà, c'était intéressant, mais cette partie-là prend aussi beaucoup de place. Ensuite, elle est mariée à Henri, donc il devient Henri VIII. On voit ses difficultés à avoir un enfant. Elle est enceinte de Marie, donc Marie, ça va être la fameuse Marie la sanglante, Marie Ière, qui va être finalement la reine qui va suivre Henri VIII, et la demi-sœur de Élisabeth Ière d'Angleterre. Et en fait, j'aurais aimé voir la naissance de Marie. J'aurais aimé voir comment, encore une fois, la déception d'Henri VIII, parce que c'est un gamin pourri gâté qui a toujours obtenu tout ce qu'il voulait. Il trompe sa femme. Enfin bref, c'est vraiment un sale type. C'est vraiment un sale type dans le roman, mais bon, je pense que dans l'histoire, je pense pas qu'il était si bien que ça. Donc voilà. Et en fait, j'aurais aimé voir ces difficultés qu'elle a d'avoir un garçon et cet espoir, parce que je me dis, quand on a déjà perdu deux enfants, qu'on en a un et que après il y a d'autres enfants qui ne survivent pas non plus ou meurent aussi, naissent meurent-nés, ou alors il y a des fausses couches, enfin bref, elle n'a pas eu d'autre enfant que Marie et c'est une fille et c'est une déception. Et du coup j'aurais aimé voir comment elle gère aussi cette maternité qui en ayant tout le temps peur en fait de perdre sa fille parce que finalement elle a perdu tous les autres. Ça aurait été intéressant et j'aurais aussi aimé suivre la question de toute la question du divorce, puisque c'est le premier divorce de cette importance, puisque voilà, Henri VIII, en se séparant de Catherine, il la répudie, mais c'est un divorce. Et pour le divorce justement, il se sert de l'excuse « Ah mais en fait le mariage avec Arthur a été consommé ».
alors que juste avant il avait été tranché que non, et de toute façon il avait une dispense papale, donc le mariage était valide puisqu'il avait reçu les dispenses et la promesse que le mariage n'avait pas été consommé. Et c'est cette excuse-là que Henri VIII va garder pour pouvoir épouser Anne Boleyn en secondes noces. Et donc du coup j'aurais aimé suivre ce point de vue, cette séparation, enfin ce divorce du point de vue de Catherine, puisque moi je connais cette histoire via les Tudors, et c'est vrai que j'ai toujours suivi l'histoire du point de vue d'Anne Boleyn, et du coup voilà, ça m'aurait plu d'avoir l'autre point de vue, d'autant plus que je trouvais, comme dit au début, Catherine, je la trouvais assez faible, et finalement on découvre que c'est quelqu'un de fort, donc j'aurais aimé. Peut-être que l'autrice ne l'a pas fait parce que elle a écrit Deux sœurs pour un roi qui aborde cette question et qu'elle voulait pas de redites. En même temps, Deux sœurs pour un roi, c'est centré sur Anne et sa sœur, Marie je crois. Donc pas sûr que Catherine elle ait vraiment sa place. Je ne lirai pas Deux sœurs pour un roi parce que je ne suis pas d'accord avec ce que l'autrice a fait, c'est-à-dire de retenir et de rendre effectif l'accusation d'inceste d'Henri VIII envers Anne Boleyn. Je trouve que c'est une accusation facile et c'est un peu le dernier argument qu'on peut utiliser pour décapiter une femme, puisque finalement c'est aussi ce qui a joué dans le procès de Marie-Antoinette. C'est l'accusé d'inceste, comme ça on est sûr que elle peut pas se défendre et c'est tellement odieux que le jury valide. Pour Anne Boleyn, je pense que je suis pas certaine qu'elle ait fait ça, puisque de toute façon elle était aussi croyante et que c'est vraiment horrible et je vois pas ce qu'elle aurait gagné à le faire. Voilà, c'est le choix de l'autrice. Je suis pas convaincue par celui-là. Je préfère plutôt l'interprétation des Tudors, de la série Les Tudors là-dessus, donc à savoir fausse accusation, étant donné que déjà Anne était mal vue. Donc je sais que Philippa Gregory a tendance à prendre des libertés avec l'histoire. J'ai vu les séries aussi, The White Princess et The White Queen, où elle donne un peu des pouvoirs surnaturels à Elizabeth York et puis à sa mère, dont j'ai oublié le nom. Et ça c'est un peu particulier, mais à la limite pourquoi pas, tout en ayant ce retrait, ce recul d'historienne, disant ok, ça c'est faux, voilà, c'est le contrat lecteur-auteur, j'accepte que tu dis ça, mais au fond je sais que c'est faux. Donc je pense que je lirai peut-être un peu plus de ces ouvrages sur la question des Tudors, enfin la guerre des deux roses, pardon, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai toujours été captivée par cet aspect. Après, je regrette pas ma lecture, même si je trouve que la plume a été un peu... voilà, le choix j'ai été un peu déçue du déséquilibre du roman et de la plume, mais ça ne m'a pas gâché ma lecture pour autant. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de vous intéresser à des romans historiques et plus particulièrement à cette question. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des conseils de lecture à propos des Tudors et de la guerre des deux roses. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez, si vous aimez ça, si vous avez aimé les Tudors, qu'on discute un petit peu de tout ça. Et voilà, et je vous souhaite une bonne journée et à plus tard sur ma chaîne.